La guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans sa troisième année. 2 ans se sont écoulés depuis le début de l'invasion lancée par la Russie. Quel bilan en tirer sur le plan militaire et quels stigmates ces 2 années de conflit ont laissé dans les sociétés ukrainiennes et russes? On en parle avec nos 2 invités en plateau. Sébastien Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine, responsable communication de l'initiative civile humanitaire Team for UA, dédiée justement à cette crise ukrainienne. Et puis en direct de Prague, en République tchèque, Sergueï Medvedev, historien russe, spécialiste de la période post-soviétique. Je précise que vous avez quitté la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors une première question pour vous, Sébastien Gobert. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure aujourd'hui que l'Ukraine vaincra. Après 2 ans de guerre, dans quel état se trouve l'armée ukrainienne ? L'armée ukrainienne, on est en fait dans une configuration où les deux belligérants, donc que ce soit les Ukrainiens et aussi évidemment les Russes de l'autre côté, ont atteint un point d'épuisement où il faut maintenant reconstituer ses forces. Et donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une période de latence, une période d'attentisme stratégique. Évidemment, on voit que les Russes continuent à grignoter, notamment sur le front Est, mais même eux n'ont pas la possibilité d'avancer ou en tout cas de lancer une grande offensive pour occuper une des grandes villes du pays. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer précisément le nombre de morts, de blessés au sein de l'armée ukrainienne ? Non, ça reste un des grands tabous de cette guerre. C'est-à-dire que les autorités ukrainiennes ne communiquent pas de chiffres officiels ? Non, du tout. Donc, on se réfère à des estimations, on se réfère à ce qu'on voit dans les rues. Par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine, il y a des enterrements constamment. Moi, je vais aussi dans les grands cimetières des villes de Dnipro ou de Kharkiv et tout ce qu'on voit à l'horizon, ce sont des drapeaux de soldats ukrainiens qui sont tombés. Donc, le bilan est désastreux, mais par contre, pour avoir une estimation précise, c'est très difficile. Sergueï Medvedev, on a encore moins d'informations sur ce qu'il se passe du côté de l'armée russe. Vous avez, je le disais, vous-même quitté votre pays. J'imagine que vous ne souhaitiez pas vous engager vous-même dans cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous communiquiez avec des soldats russes mobilisés sur le front ? Merci pour votre question. Alors, ce n'est pas que je ne voulais pas aller au front, mais c'est surtout parce que je suis aujourd'hui trop âgé pour être mobilisé. Et puis, je ne voulais pas faire partie de cette catastrophe morale, de ce déclin moral auquel nous participons. Ce que nous voyons aujourd'hui, partir, c'était pour éviter d'être arrêté, tout simplement. Donc, c'est une décision plutôt morale, plutôt que sécuritaire. Deuxièmement, je suis en contact avec de nombreuses personnes en Russie, mes collègues d'abord, les gens que je connais, mes connaissances qui souffrent. Ce sont des gens qui partagent pour la plupart d'entre eux les mêmes idées que moi. Je ne suis pas en contact avec des soldats russes. Néanmoins, être à l'extérieur de la Russie aujourd'hui vous permet de mieux comprendre les pertes et appréhender les pertes. La Russie est une société fermée où l'on ne communique pas. Il est extrêmement difficile de savoir ce qu'il s'y passe, un peu à l'image de la Corée du Nord, par exemple. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, il y a très peu d'informations basées sur les quelques sources. J'ai entendu que 75 000 soldats russes étaient tombés. Je pense qu'il y a d'autres rapports étrangers qui disent que potentiellement le nombre de morts pourrait être 2 fois plus élevé. Prigojine, par exemple, avait indiqué que Wagner avait perdu près de 14 000 personnes. Donc, on pourrait parler de potentiellement 200 000 morts au total. 200 000 morts, effectivement, chiffre extrêmement conséquent. Sébastien Gobert, les forces russes ont réussi récemment à prendre le contrôle de la ville ukrainienne d'Avdiivka. On sait que cette prise d'Avdiivka, elle a coûté très cher aux forces russes. Alors, on n'a pas de chiffres précis, mais on parle effectivement de milliers de soldats morts, d'énormes quantités aussi de matériel militaire déployé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une période de pause dans l'offensive russe après cette victoire ? On ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et c'est ça aussi une des grandes épées de Damoclès qui pèsent sur l'Ukraine et les Ukrainiens aujourd'hui. C'est-à-dire que, après, vous vous rappelez l'échec de cette contre-offensive estivale, les Ukrainiens ont compris que cette guerre allait durer très longtemps.
puisque en se référant aux manœuvres qui avaient été tentées sur le terrain, on peut voir que sur le terrain militaire, en termes d'opération, ça va durer très longtemps. Et donc, aujourd'hui, les Ukrainiens, donc par exemple, beaucoup d'Ukrainiens de ma génération ont des enfants, et notamment des fils, qui ont entre 14 et 17 ans, et ils commencent à se poser la question de savoir s'ils doivent rester, si jamais leur fils doit rester, sachant qu'à partir de 18 ans, il peut être mobilisable. Est-ce qu'on lance une entreprise? Est-ce qu'on rénove un appartement? Est-ce qu'on entreprend un voyage? Est-ce qu'il faut se mobiliser d'une manière plutôt qu'une autre? Ça, c'est le genre d'incertitude qui pèse. Et évidemment, je n'ai pas répondu à votre question sur une offensive russe, parce qu'on n'en a pour l'instant aucun signe, et on ne peut pas véritablement savoir de quoi le printemps et de quoi l'été sera fait. Et Sergueï Medvedev hoche la tête à travers son écran. Je pense qu'il est d'accord avec vous. Sergueï Medvedev, en Ukraine comme en Russie, de nombreuses épouses justement de combattants mobilisés souhaitent que leur mari rentre du front. À Moscou, plusieurs femmes ont manifesté aujourd'hui devant le Kremlin. La police est intervenue. Elle a arrêté plusieurs personnes, notamment des journalistes. Ces femmes de soldats russes, est-ce qu'elles ont une liberté d'expression? Est-ce qu'elles peuvent manifester librement leur mécontentement en Russie aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, c'est que j'admire leur courage, surtout le courage de mes ex-collègues journalistes qui sont en Russie encore aujourd'hui. Évidemment, tout cela ne changera pas le cours de la guerre, cela ne changera pas non plus la société russe dans son ensemble. Pour répondre à votre question, non, ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer librement. La Russie n'est pas une société libre aujourd'hui. Et le désaccord éprouvé par de nombreux Russes n'est pas partagé de manière publique. Vous savez, le désaccord de certains Russes est extrêmement limité. Regardez en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains Allemands n'étaient pas d'accord. Cela n'a absolument pas changé le cours du conflit. Et aujourd'hui, on voit la même chose en Russie. Il y a eu la guerre d'Afghanistan également. Gorbatchev à l'époque écoutait ces mères de soldats, mais cela n'a rien changé. Donc ces femmes malheureusement ne vont pas changer la société russe et ne vont pas changer le cours de ce conflit. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur la dimension peut-être plus politique. Sébastien Gaubert, Volodymyr Zelensky, au début de la guerre, il a été largement considéré comme un héros, une sorte de héros national, international aussi. Comment est-ce que les Ukrainiens le perçoivent aujourd'hui après 2 ans de guerre? Est-ce qu'il jouit toujours de la même aura? Il jouit toujours de la même aura, tout à fait. Alors sa stature de héros, elle était principalement à l'étranger, puisque à l'intérieur même de l'Ukraine, en fait, le fait qu'il soit resté, le fait qu'il ait galvanisé ses troupes à travers ses talents de communicant, ses talents il faut se rappeler que c'est un ancien comédien, et bien évidemment, ils ont été très appréciés et ça a donné beaucoup d'impulsion aux premières phases de la résistance. Mais chaque Ukrainien qui est resté après le 24 février 2022, et a fortiori même ceux qui sont partis dans une certaine mesure, eh bien, se sentent comme des héros eux-mêmes, puisqu'ils ont la sensation de lutter dans un conflit existentiel pour leur droit à continuer à être un État indépendant, pour leur droit à se définir en tant qu'Ukrainiens. Et donc, à partir de là, les Ukrainiens, en tant que collectif, eh bien, sont galvanisés par leur propre résistance. Volodymyr Zelensky, maintenant, il est dans une posture qui n'est pas agréable, mais de la même manière que l'Ukraine, parce que aujourd'hui, ça fait déjà donc 2 ans, évidemment, d'invasion généralisée, mais ça fait aussi 5 ans qu'il est au pouvoir. Et normalement, à la fin mars, on devait avoir des élections présidentielles qui ont été repoussées à cause de la loi martiale, de la situation d'urgence. Et évidemment, ça pose des questions aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, sur la légitimité politique et évidemment sur le rôle de l'opposition dans un pays comme l'Ukraine qui est habitué
à la controverse, qui est habitué au débat et qui est habitué à avoir une vie politique très dynamique. Une vie politique très dynamique. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé aussi il y a 2 semaines. Volodymyr Zelensky a remercié Valéry Zaloujny, le commandant en chef des armées. C'est une figure qui est plutôt populaire quand même en Ukraine. Comment est-ce que cette décision, elle a été perçue par les Ukrainiens, sachant que ça faisait quand même quelques semaines dans la presse qu'on lisait, qu'on comprenait qu'il y avait une rivalité entre les deux hommes? C'est une personnalité très populaire évidemment et c'est une des raisons pour lesquelles il a été limogé. Volodymyr Zelensky, ancien acteur, ancien comédien qui est habitué aux foules, qui est habitué à être aimé, il n'aime pas beaucoup la concurrence. Et c'est précisément une des raisons, mais ça fait visiblement pas mal de temps que ça lui trotte dans la tête. Il n'aime pas beaucoup la concurrence, mais justement, est-ce qu'il n'a pas ouvert un boulevard pour une potentielle carrière politique de Valéry Zaloujny? Alors c'est possible, mais comme je viens de l'expliquer, pour l'instant on est dans un contexte de loi martiale et on est dans un contexte de situation d'urgence où de toutes les manières il n'y a pas de course électorale et donc il n'y a pas véritablement de position pour un opposant de se présenter comme un contre-pouvoir à Volodymyr Zelensky. Il faut vraiment remettre ce limogeage de Valéry Zaloujny dans le contexte du style de Volodymyr Zelensky. Il faut se rappeler que dès les premières semaines de son élection en 2019, il avait fait un tour du pays, il avait limogé des fonctionnaires plus ou moins corrompus à tire-larigot et ainsi de suite. Et on se rappelle qu'il y a donc c'était il y a 1 an et demi, on était encore dans l'émotion de l'invasion. Il a limogé et le chef du SBU, donc les services de renseignement, et la procureure générale du jour au lendemain. Il aime faire ça. Pour lui, c'est une solution radicale qui devrait apporter une solution. Et même si elle n'apporte pas de solution, et bien dans ce cas-là, je limogerai la personne d'après dans quelques semaines. Il n'y a pas de souci. Sergueï Medvedev, revenons également sur le bilan politique de Vladimir Poutine, d'autant que la Russie organise dans moins d'1 mois une élection présidentielle. Comment est-ce qu'il est globalement perçu par la société russe? Et surtout, comment a-t-il fait pour que le thème de cette offensive en Ukraine soit si peu présent dans la campagne électorale? Écoutez, soyons clairs. D'abord, il ne s'agit pas d'élections. Le président Poutine aura le soutien dont il a besoin pour mener ce conflit. La Russie aujourd'hui est une machine politique, électorale, administrative qui fonctionne pour faire gagner ces élections au président Poutine. Les Russes, quelque part, sont extrêmement malléables. Vous savez, l'un de mes amis politologues, Gleb Pavlovski, il ne parlait jamais du peuple, il parlait de la population. Et c'est une masse statistique, finalement. Il n'y a pas véritablement de conscience civile en Russie. Dans leur esprit, il y a l'État. Et les gens, individuellement, voient le monde autour d'eux par le prisme de l'État. Donc, les décisions prises par le président Poutine ne sont jamais remises en question. Tout est délégué à Poutine, même lorsqu'il y a des morts dans sa propre famille. Et Poutine, finalement, est un leader assez traditionnel, un peu comme l'empereur ou le tsar, finalement. Des élections ou pas d'élections, ce ne sont pas des élections. La Russie n'est pas une démocratie, la Russie est une monarchie aujourd'hui. Poutine est un monarque, le monarque russe. Et donc en synthèse, non, je pense qu'il n'y aura aucun challenger face à Poutine. Il n'y aura pas de challenger non plus dans ce conflit. Il obtiendra les résultats qu'il veut. C'est tout à fait tracé aujourd'hui. Je pense qu'il va continuer le conflit en ne respectant pas le droit international, par exemple. Sergueï Medvedev, la Russie a promis aujourd'hui de se venger des sanctions imposées par les Occidentaux dans le cadre de cette guerre. Selon vous, est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux et surtout quelle forme pourrait prendre cette vengeance évoquée par Moscou? Well, Russian promise is already an oxymoron.
C'est une oxymore de parler de promesses russes. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre les menaces russes très au sérieux. Nous sommes dans un conflit hybride, une guerre hybride. Il peut y avoir des actes de sabotage. Il y a énormément d'infrastructures sensibles à l'Ouest. Il y a aussi les démocraties occidentales qui sont fragiles. Et la Russie l'a déjà prouvé, est capable de jouer un rôle et d'influencer. En France, par exemple, l'AfD en Allemagne en a fait les frais également. On a vu que les Russes ont également joué un rôle important lors des élections présidentielles américaines dans la campagne de Trump. Donc, Poutine connaît très bien les mécanismes de l'Occident. Il y a un vrai potentiel de créer des ruptures, que ce soit socialement, économiquement. Russie réussit extrêmement bien aussi dans la guerre de la communication. C'est peut-être dans ce domaine-là que la Russie est la plus forte aujourd'hui, dans le numérique et dans le cyberespace. Et il y a aujourd'hui des centaines de sites qui sont des faux sites. La Russie inonde d'informations et de fausses informations les réseaux sociaux. Il dispose d'énormément d'outils pour influencer les citoyens. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y a 8 milliards de personnes sur la planète et le monde occidental qui soutient l'Ukraine, ça représente 1 milliard de personnes. Et Poutine l'a très bien compris. La Russie s'intéresse énormément aux autres, aux 7 milliards, en disant que, en mettant en avant tout type de théories. Donc, vous savez, contrer la Russie n'est pas si simple que cela. Et puis, il y a l'Iran, les liens qu'entretient la Russie avec l'Iran, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec les outils, avec d'autres groupes politiques, avec d'autres pays. La Russie est aujourd'hui présente en Afrique également. Historiquement, c'était la France, c'était d'autres pays. Aujourd'hui, on voit une présence russe extrêmement forte en Afrique. Wagner, par exemple, prenez le Venezuela également. Le Venezuela, là aussi, est un allié extrêmement fort de la Russie. Donc, où que vous regardiez, la Russie est là. Et la Russie, effectivement, est partout. Il nous reste une dizaine de secondes. Sébastien Gaubert, une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que la Russie a les moyens financiers, au-delà des alliances qu'on vient d'évoquer, de poursuivre cette guerre ? Oui, évidemment, elle a les moyens de poursuivre cette guerre, mais est-ce qu'elle a les moyens de la gagner ? Ça, c'est encore autre chose. Mais tout dépend, non pas tellement des capacités de la Russie, puisqu'on voit de toute façon dans le long terme, dans le temps historique, que la Russie trouve toujours les moyens d'accomplir ses objectifs, mais ça dépend jusqu'où on va la laisser aller. Jusqu'où on va la laisser aller. Merci beaucoup Sébastien Gaubert, spécialiste de l'Ukraine. Je précise que vous êtes l'auteur du livre « La République des oligarques » que vous pouvez découvrir en ce moment en librairie. Et merci à vous également Sergueï Medvedev, historien russe, spécialiste de la période post-soviétique. Merci à tous les deux et à bientôt sur TV5 Monde.